D'où nous nous trouvons, le Soleil semble très calme et paisible, mais comme les êtres humains, et tous les êtres vivants de la planète d'ailleurs, le Soleil possède ses propres phases et entre parfois en activité. Les conséquences sont bien plus importantes et chaotiques lorsque le Soleil devient hyperactif. Zoomons pour voir ce qui se passe là-haut. L'une des façons de mesurer l'activité de notre étoile est de compter les taches solaires à sa surface. Les taches solaires sont des zones sombres qui se forment lorsque le champ magnétique du Soleil est soumis à une forte activité. C'est simple, plus il y a de taches solaires, plus l'activité du Soleil est intense. Et il semble que le Soleil ait fait la fête comme jamais ces derniers temps. Le nombre de taches solaires observées par les scientifiques est le plus élevé observé depuis près de 21 ans. En juin, 163 taches solaires sont apparues à la surface du Soleil. La dernière fois qu'autant de zones sombres ont été dénombrées sur le Soleil, c'était en septembre 2002, avec 187 taches. Oh, il semblerait que cette fête chaotique se rapproche doucement de son point maximal, ce que l'on appelle le maximum solaire. Comment tout cela se produit-il ? Le champ magnétique du Soleil est puissant et organisé d'une certaine manière. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, il arrive parfois que tout s'en mêle, un peu comme une boule d'élastique qui se retient tous enrôles ensemble, très étroitement. Lors de ces périodes, cela signifie que le plasma s'emballe, éclate et forme des boules. On les appelle éruptions solaires et éjections de masse coronale, EMC. Ces balles de plasma produites dans la couronne solaire, atmosphère externe du Soleil. Puis, à un moment donné, au moment où l'activité du cycle solaire atteint un pic, le champ magnétique change de polarité. Le pôle nord et le pôle sud de l'astre s'intervertissent. Tout cela se produit tous les 11 ans, ou à peu près. Ainsi, lorsque le Soleil entre dans cette phase où il devient très actif, il projette des bulles de plasma chaudes, taches sombres aussi grandes que des planètes, et libère de puissantes éruptions d'énergie et de radiation. Lorsque l'activité du Soleil devient de plus en plus intense, il se passe quelque chose de fascinant. Une proéminence de la couronne polaire, PCP, phénomène parfois appelé cascade de plasma. Il s'agit d'une mini-éruption de plasma qui se déclenche sur le Soleil et qui semble vouloir fuir, mais le champ magnétique du Soleil l'attire avant qu'elle ne puisse s'échapper dans l'espace. Cette cascade de plasma est vraiment spectaculaire. Elle peut s'élever jusqu'à 32 000 km au-dessus de la surface. C'est comme si vous empiliez 8 terres l'une sur l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un vortex polaire. Il s'agit d'un gigantesque halo de plasma qui tourne très rapidement autour du pôle nord du Soleil. Ce tourbillon se forme lorsqu'un grand filament de plasma se détache et tourne avant de retomber vers la surface, un peu comme une cascade de plasma. Les scientifiques ne savaient pas pourquoi ce plasma reste si longtemps au-dessus de la surface du Soleil. Parmi les exemples d'éjection de masse les plus intéressants, il convient de citer une EMC géante en forme de papillon en mars de cette année. La forme inhabituelle détectée s'explique par le fait qu'elle a explosé du côté du Soleil que nous ne pouvions pas voir, de sorte qu'il était impossible de bien observer et d'en mesurer pleinement la force. Heureusement, le plasma n'a pas explosé dans notre direction, mais il pourrait avoir légèrement heurté Mercure et projeté des poussières et des gaz, car Mercure possède un faible champ magnétique. Tout cela semble fascinant, mais ce n'est pas réellement une bonne nouvelle pour nous. À cause de tout cela, nous pourrions connaître des tempêtes solaires plus intenses, qui sont susceptibles, elles aussi, de provoquer des tempêtes géomagnétiques sur Terre. Les tempêtes géomagnétiques n'ont pas que le nom d'alarmantes, elles le sont vraiment. Elles créent le chaos et perturbent le champ magnétique de notre planète. Les orages géomagnétiques peuvent donner lieu à des magnifiques aurores boreales. C'est vrai, mais nous préférerions tous profiter des aurores boreales dans des conditions normales, ou nous contenter d'un bon vieux coucher de soleil au-dessus de l'océan. Heureusement, toutes les tempêtes solaires ne toucheront nécessairement la Terre, même si elles sont plus nombreuses. Pour atteindre notre planète, elles doivent être orientées dans la bonne direction, et au bon moment. Cela dit, si cela se produisait, la tempête pourrait ioniser la haute atmosphère et on pourrait dire au revoir à la communication. Cela pourrait en effet provoquer des pannes temporaires pour des systèmes tels que le GPS et la radio, ce qui n'est pas nécessairement un gros problème en soi, mais qui pourrait s'avérer très dangereux s'il se produisait au mauvais moment, comme lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les tempêtes peuvent également endommager les infrastructures électriques, telles que les lignes ferroviaires et les réseaux électriques.
Si vous prenez l'avion à ce moment-là, vous risquez d'être exposé à des niveaux de radiation plus élevés. On ne sait pas encore exactement quel serait le danger pour vous, mais cela pourrait être un problème sérieux pour les astronautes dans l'espace. Lorsque les tempêtes solaires perturbent le champ magnétique, cela peut affecter les migrations de certains animaux, comme les tortues de mer, les baleines et les oiseaux. Étant donné que tout dans le règne animal suit généralement l'ordre naturel des choses, qui sait comment ces animaux traverseraient ou même survivraient à de tels changements. Et lorsque le Soleil est au maximum de son activité, les satellites dans l'espace sont également en difficulté. Nous avons plus de satellites dans l'espace que jamais auparavant. Or, lorsque l'atmosphère externe devient plus dense à cause de tous ces changements, les satellites peuvent être poussés dans différentes directions, risquant de s'écraser les uns contre les autres, ou même retomber sur Terre. Ces phénomènes n'y sont cool que dans les films avec des super-héros qui peuvent faire face à ce genre de problème. Espérons donc que nous éviterons une tempête solaire de grande ampleur, comme celle de Carrington. L'histoire est similaire aux autres. En août 1959, les astronomes du monde entier ont constaté que le nombre de taches solaires ne cessait d'augmenter. Parmi eux, un homme nommé Richard Carrington en faisait partie. Début septembre, il était en train de dessiner les taches solaires quand, soudain, il a été aveuglé par un éclair de lumière. Cela a duré environ 5 minutes, mais c'était spectaculaire. Il l'a décrit plus tard comme une éruption de lumière blanche. Il s'agissait d'une très forte éjection de masse coronale, EMC. Bien que cela prenne habituellement des jours, en seulement 17 heures et 6 minutes, cette tempête a traversé la longue distance qui sépare le Soleil de notre planète, 90 millions de kilomètres, et s'est déchaînée sur nous. Et quand la tempête a commencé, les machines télégraphiques du monde entier ont produit des étincelles. Les opérateurs ont reçu des chocs électriques et le papier a même pris feu. Les gens étaient vraiment effrayés et désorientés parce qu'ils n'avaient jamais vu un ciel aussi clair auparavant. Certains ont même cru que c'était la fin du monde. L'île de Maine, les télégraphistes n'y pouvaient toujours pas travailler correctement car l'atmosphère terrestre était encore chargée. Ils ont même réussi à envoyer des messages en utilisant le courant auroral au lieu de l'électricité normale. Mais ce phénomène a aussi apporté quelque chose d'incroyable, à savoir d'étonnantes aurores dans le ciel. Les habitants d'Hawaï et de Cuba ont pu observer de magnifiques aurores boréales, tandis que ceux du Chili ont pu voir des aurores australes. De nos jours, le phénomène s'intensifie lentement mais sûrement. Prenons l'exemple des éruptions solaires. Il s'agit de puissantes explosions d'énergie émises par le Soleil. En 2022, il y a eu 5 fois plus d'éruptions que l'année précédente. Et les plus puissantes, les éruptions de classe X, sont devenues plus fortes et plus fréquentes qu'auparavant. Et cela pourrait se révéler bien plus extrême que ce à quoi l'on s'attend. De plus, il est probable que ça commence un peu plus tôt que prévu. Les scientifiques ont d'abord pensé que le pic se produirait en 2025, mais il semblerait que cela pourrait advenir même fin 2023. Si une tempête solaire nous frappait directement, nous ne pourrons pas nous protéger complètement, mais nous pourrions tout de même prendre certaines mesures, comme faire garder les avions au sol, ajuster les trajectoires des satellites dans l'espace et protéger les infrastructures vulnérables. Pour ce faire, nous avons besoin de meilleures prévisions météorologiques solaires afin de nous préparer au pire. Tout cela peut sembler de mauvais augure à première vue, mais ne vous inquiétez pas. Les éruptions solaires ne détruiront pas notre planète. Elles envoient des matériaux solaires chargés d'énergie vers nous à des vitesses assez élevées. C'est un fait. Mais nous ne serions pas complètement perdus si ces phénomènes nous touchaient. Notre planète ne nous laisserait pas sans protection. Notre atmosphère et notre champ magnétique nous protégeraient encore relativement bien. Notre épaisse atmosphère fait office de bouclier qui bloque les radiations susceptibles de nous nuire. En d'autres termes, ces éruptions solaires pourraient surtout affecter nos technologies, mais elles ne pourraient pas détruire la Terre. On dirait que nous possédons bien des super-héros, finalement. Que se passe-t-il avec le Soleil? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et faut-il s'en inquiéter? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre?
Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif s'est transformé en un cycle actif, calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paires. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil, associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude. Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface.
Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche? Reste à l'écoute. C'était le 2 septembre 1859. Partout en Europe et en Amérique du Nord, les gens se sont réveillés pendant la nuit, confus et encore fatigués. Ils étaient sûrs que c'était déjà le matin. Il faisait clair dehors, mais en regardant par la fenêtre, ils ont découvert que ce n'était pas la lumière du soleil. Le ciel était éclairé par d'innombrables aurores très intenses, rouges, vertes et violettes. Elles étaient tellement brillantes qu'on pouvait lire un livre comme si c'était en plein après-midi. Elles sont apparues même dans des régions où elles n'avaient jamais été observées auparavant, comme Cuba, les Bahamas, la Jamaïque et Hawaï. Ces incroyables effets visuels n'étaient pas la seule chose qui hypnotisait et effrayait les gens. Le truc le plus high-tech de l'époque, le télégraphe, souffrait de court-circuit dans toute l'Europe et les États-Unis. Des étincelles jaillissaient des équipements et de nombreux opérateurs humains avaient reçu des décharges électriques.
les papiers dans les télégraphes prenaient feu. Toutes les machines avaient été immédiatement déconnectées de leur batterie. Et pourtant, elles continuaient mystérieusement à envoyer des messages coupés. Les incendies déclenchés par les courts-circuits s'étaient propagés sur de grandes surfaces. Les lumières colorées continuaient à danser au-dessus de leur tête. Tout cela avait provoqué une panique et une confusion totale. Les habitants de la Terre n'avaient jamais rien vu ou vécu de tel auparavant. À cette époque, très peu de gens savaient que le Soleil était le responsable de ce chaos. L'un d'entre eux était l'astronome anglais Richard Carrington. Le 1er septembre, vers 11h du matin, cet homme se tenait près d'un télescope dans son observatoire privé. Il observait les taches à la surface du Soleil. Soudain, 2 points avec une lumière blanche intense ont explosé. Ils semblaient aussi brillants que la lumière directe du Soleil. À ce moment, l'astronome ne savait plus quelle terrible confusion allait provoquer ces éruptions. Plus tard, il est devenu évident que le Soleil avait produit une énorme tempête géomagnétique et l'avait libérée sur la couche protectrice de notre planète. Les particules chargées se sont abattues sur l'atmosphère terrestre vague après vague. Le champ magnétique de la planète n'a pas été assez puissant pour les arrêter. Quand il a cédé, la tempête a frappé la Terre, ce qui a provoqué des ravages. Ce phénomène a reçu le nom d'événement de Carrington. Jusqu'à présent, il s'agit de la pire tempête solaire jamais enregistrée. Heureusement, elle s'est produite alors que les gens ne disposaient pas encore de technologies avancées et n'étaient pas si vulnérables à la force géomagnétique du Soleil. La tempête solaire de 1859 a été 3 fois plus puissante que celle du 13 mars 1989. 3 jours avant qu'elle ne commence, les astronomes ont observé une énorme éruption à la surface du Soleil. En quelques minutes, un nuage de gaz de plusieurs milliards de tonnes a été projeté loin de l'étoile. Il s'est précipité directement vers notre planète à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Le lundi 12, l'énorme masse de plasma solaire a atteint le champ magnétique terrestre. Cette tempête a été si violente qu'elle a allumé des aurores spectaculaires et créé des courants électriques souterrains sous l'Amérique du Nord. Ces courants ont dû trouver quelques faiblesses dans le réseau électrique du Québec au Canada. En moins de 3 minutes, la ville entière a été privée d'électricité. Des millions de personnes se sont retrouvées dans des rues obscures, des bâtiments sombres et bloqués dans des ascenseurs. Ils se sont réveillés dans des maisons glacées, incapables de préparer leur petit déjeuner. La coupure de courant de 12 heures qui a suivi a entraîné la fermeture de commerces, d'aéroports et d'écoles. Le métro de Montréal a également été fermé. Aux États-Unis, des centaines de réseaux électriques ont commencé à avoir des problèmes quelques minutes après que la tempête a frappé la surface de la Terre. Heureusement, aucun de ces problèmes n'a conduit à une panne de courant. Cette tempête a été suffisamment violente pour perturber les systèmes de communication par satellite et les signaux radio. Certains satellites spatiaux sont tombés hors service pendant quelques heures. Beaucoup d'entre eux ont souffert de mystérieux problèmes qui ont disparu dès que la tempête a commencé à se calmer. Aucun journal n'en a parlé, mais en 2012, la Terre a aussi failli être frappée par une énorme tempête solaire. La plus intense de ces 150 dernières années. Le 23 juillet, les astronomes du Space Weather Prediction Center, dans le Colorado, ont repéré 2 nuages de particules énergétiques. Ils ont fait éruption à la surface du Soleil et sont partis vers l'espace. 19 heures plus tard, ces nuages sont passés à l'endroit que notre planète venait de quitter. Si l'éruption solaire s'était produite quelques jours plus tôt, la Terre se serait retrouvée dans la ligne de mire. Et si une tempête solaire aussi puissante que le célèbre événement de Carrington se produisait de nos jours, quels seraient les dommages supplémentaires qu'elle causerait ? Notre vie reviendrait-elle à la normale avec une catastrophe pareille ? Avant de connaître les réponses à ces questions, essayons de comprendre ce qu'est exactement une tempête solaire. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz en fusion qui change constamment. De temps en temps, il crache des rafales d'énergie, éruptions solaires. Elles vont souvent de pair avec ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Ce sont des bulles géantes de gaz ionisé qui peuvent atteindre une vitesse de plus de 966 km par seconde. Les plus puissantes éruptions volcaniques sont petites par rapport aux éruptions solaires qui libèrent 10 millions de fois plus d'énergie. En quelques minutes, une éruption solaire peut émettre des milliards de tonnes de particules chargées. Les éruptions solaires sont également incroyablement chaudes, avec des températures atteignant plusieurs millions de degrés Celsius. Les astronomes pensent que ce genre d'explosion de rayonnement solaire se produise lorsque le champ magnétique du Soleil est tordu dans certaines régions. À un moment donné, toute l'énergie accumulée est libérée. L'étoile envoie de la lumière et des particules, principalement des électrons et des protons.
La plupart des éruptions solaires durent quelques minutes, mais certaines continuent pendant des heures. Les scientifiques classent les éruptions solaires en fonction de leur intensité en rayons X. Tu ne remarqueras probablement pas les plus petites éruptions si tu n'as pas un équipement spécial. Les éruptions solaires de taille moyenne entraînent des coupures radio rapides au pôle, mais rien de bien grave. Ce sont des éruptions de classe X dont les gens devraient s'inquiéter. Elles provoquent les tempêtes solaires les plus fortes et longues. Lorsque les gens pensent au danger qui vient de l'espace, la plupart d'entre eux imaginent un astéroïde qui s'approche, comme celui qui a anéanti les dinosaures. Mais apparemment, c'est surtout notre bon vieux Soleil qui devrait nous inquiéter. Une tempête solaire super forte qui se dirigeait vers la Terre ne se produirait pas d'un seul coup. Tout d'abord, il y aurait des rayons solaires de haute énergie, principalement des rayons ultraviolets et des rayons X. Ils ioniseraient la haute atmosphère de notre planète et perturberaient les communications radio. Après cela, une tempête de radiation frapperait la Terre. Et enfin, quelques jours plus tard, un nuage colossal de particules solaires chargées atteindrait notre atmosphère. Ces particules interagiraient avec le champ magnétique de la planète et feraient des ravages dans le monde entier. Si une intense tempête solaire se produisait de nos jours, elle commencerait par perturber les GPS et par détruire les satellites. Si des astronautes étaient en sortie dans l'espace à ce moment-là, ils n'auraient que quelques minutes après le premier éclair pour trouver un abri. Leur vaisseau spatial serait probablement suffisamment bien protégé et sûr. Le principal défi serait de rentrer dedans à temps. Après cela, la tempête continuerait d'interférer avec les communications par satellite. C'est pourquoi des tonnes de tes activités quotidiennes, d'appeler tes amis à payer avec ta carte de crédit, seraient en péril. Mais l'une des pires conséquences serait la connexion au réseau électrique. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommageraient les énormes transformateurs. Il faudrait des années pour les remplacer, surtout si des centaines voire des milliers de transformateurs sont détruits. Dans certains endroits, la défaillance d'un réseau électrique entraînerait l'effondrement d'autres réseaux, créant une réaction de type domino. Imagine vivre sans électricité pendant un jour, un mois, un an. Pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Les systèmes d'approvisionnement d'eau seraient hors service. Pas de nourriture dans les supermarchés. De plus, sans électricité, il serait quasiment impossible de redémarrer les réseaux électriques déjà en panne. Une puissante tempête solaire coûterait entre 1 et 2 trillions de dollars. Et ce, juste pendant la première année qui suivrait son apparition. Il faudrait encore 4 à 10 ans au monde pour s'en remettre. Les dommages causés à toutes sortes de satellites atteindraient à eux seuls 70 milliards de dollars. Sous des aurores majestueuses, les gens devraient s'habituer à un nouveau mode de vie, radicalement différent. Il n'y a aucun doute que nous recevrions une sorte d'avertissement avant. Partout dans le monde et dans l'espace, les équipements modernes n'arrêtent pas d'observer le Soleil, ne serait-ce que pendant une seconde. Si une méchante tempête solaire se produisait, les gens auraient un peu de temps pour se préparer, entre plusieurs heures et quelques jours. Et si les transformateurs sont mis hors service à temps, les conséquences ne seraient pas aussi dramatiques. Maintenant, les nouvelles suivantes sonnent un peu effrayantes. Il y a aussi des super-éruptions stellaires. Comparées à elles, les rafales de rayonnement de notre Soleil sont des petites bricoles. Les super-éruptions se produisent surtout dans les étoiles jeunes et actives. En 2016, les astronomes ont vu ce genre de phénomène. Une étoile située à 1500 années-lumière de la Terre a produit une éruption 10 milliards de fois plus puissante que toutes celles qui ont jailli de notre Soleil. Cela ne signifie pas que nous sommes en sécurité ici, sur Terre. Même notre Soleil, avec son âge moyen, sait comment produire des super-éruptions. Mais alors que les jeunes étoiles peuvent en avoir une par semaine ou même plus souvent, pour le Soleil, c'est une fois tous les 1000 ans. Et pourtant, si les gens ne trouvent pas comment protéger la planète, une seule super-éruption pourrait déchiqueter notre couche d'ozone et anéantir la vie sur Terre. Ok. Le Soleil s'apprête à se retourner car ses pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Tout comme la Terre, le Soleil a un nord magnétique et un sud magnétique. Toutefois, contrairement à notre planète, le processus d'inversion des pôles du Soleil est plus fréquent et plus facile à prédire. Le prochain renversement est prévu cette année entre avril et août. Aussi apocalyptique que cela puisse sembler, vous n'avez pourtant pas à vous inquiéter. Si vous avez environ 30 ans, vous avez déjà éprouvé ce phénomène plus d'une fois, car le Soleil se renverse tous les 11 ans. Vous n'avez probablement pas remarqué de changement à l'époque, parce que ce processus n'a pas d'impact majeur sur la vie terrestre. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être un peu différentes. Sur Terre, les courants marins sont des mouvements qui jouent un rôle crucial en influençant le climat et les intempéries et en répartissant la chaleur de l'équateur vers les pôles.
Sur le Soleil, ces courants sont davantage comme un océan de plasma. Mais ils ne transportent pas seulement de la chaleur, ils transportent aussi de l'énergie électromagnétique. Cela se produit parce que le Soleil est une énorme boule de gaz incandescent et ionisé, qui continue de circuler à l'intérieur de son noyau. En fusionnant ces atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, notre étoile libère une énorme quantité d'énergie, produisant ces puissants courants électriques. Et chaque fois que vous avez de tels courants, vous avez des champs magnétiques. C'est plus facile à visualiser si vous repensez à cette expérience classique avec un fil de cuivre et un clou que vous avez probablement réalisé à l'école. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil, il crée un champ magnétique autour de celui-ci. Donc, lorsque vous connectez un fil à une batterie et l'enroulez autour d'un clou, ce clou devient aimanté. C'est similaire à la façon dont les courants électriques génèrent des champs magnétiques autour du Soleil. L'ensemble de ce processus, grâce auquel le Soleil génère son champ magnétique, est ce que l'on appelle une dynamo. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les effets sur la surface du Soleil. Lorsque les flux plasmiques et magnétiques deviennent instables, ils se manifestent sous la forme de taches solaires. Vous savez, ces zones sombres sur la surface du Soleil. On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette dynamo, mais les scientifiques ont compris quelque chose d'important après avoir observé ces taches solaires au fil des siècles. Ce processus suit un certain schéma. Environ chaque décennie, il se réorganise de lui-même. Les champs magnétiques des pôles du Soleil s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement, puis ils reviennent, mais avec une polarité opposée. Dans les années 50, les chercheurs ont découvert que lorsque les taches solaires commençaient à s'intensifier, cela signifiait que les pôles se préparaient à une inversion. Et ces dernières années, l'activité solaire a été tout à fait hors norme. Davantage d'éruptions solaires, de rafales de rayonnement électromagnétique, et plus d'éjections de plasma dans l'espace. C'est comme si nous étions assis au premier rang du plus grand spectacle pyrotechnique du système solaire. À vrai dire, le Soleil n'a probablement pas été aussi animé au cours des 2 dernières décennies. À l'heure actuelle, les experts estiment que les champs magnétiques des pôles sont quasiment synchrones et s'affaiblissent peu à peu, se rapprochant de plus en plus de zéro. Mais nous n'avons pas encore atteint le point d'inversion. Bien qu'il puisse sembler que le Soleil inverse ses pôles tous les 11 ans, comme une horloge, la vérité est que ce n'est pas aussi nettement défini. Ce chemin ne se fait pas sans encombre, et certains aspects du phénomène sont encore très difficiles à prédire. Prenez le dernier cycle solaire, par exemple. L'hémisphère nord a débuté son inversion magnétique dès le début de juin 2012, mais il a ensuite rencontré un obstacle et a stagné autour du point neutre jusqu'à fin 2014. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les choses étaient aussi plus fluides, et le changement de polarité s'est produit courant 2013. Cette fois-ci, l'activité solaire paraît plus régulière. Les choses semblent se dérouler plus en douceur pendant ce cycle, avec une transition des pôles plus uniforme. Mais voilà le truc. Ce processus d'inversion ne se répète jamais à l'identique, et c'est ce qui rend ce phénomène si intéressant à observer. Mais en même temps, il est difficile de prédire comment cela nous affectera ici-bas. Ici sur Terre, nous n'avons guère à nous soucier de ces intenses explosions solaires qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Mais si, et l'on dit bien si, une tempête solaire devait frapper notre planète, la principale menace qu'elle représenterait serait probablement la perturbation des satellites de communication dans l'espace. Néanmoins, les choses pourraient en prendre un tour différent lors du cycle d'inversion prévu pour 2024, car le nombre de satellites en orbite a explosé ces dernières années. Le système Starlink, par exemple, implique à lui seul plus de 4000 d'entre eux. Tous ces satellites de communication et autres GPS pourraient être impactés voire même détruits par une puissante tempête solaire. Bien que les chances qu'une puissante tempête solaire frappe la Terre soient minces, ce n'est pas impossible. En 1859, lors de l'événement de Carrington, une tempête s'est produite près d'un pic d'activité solaire, provoquant des surtensions dans les lignes télégraphiques, déclenchant des incendies et perturbant les échanges à l'échelle mondiale. La Terre s'est murée dans le silence lorsque toutes ces communications télégraphiques ont été coupées. Imaginez simplement ce qu'une tempête solaire pourrait faire à notre vaste flotte de satellites aujourd'hui. Elle pourrait affecter tout ce dont nous dépendons quotidiennement, de la géolocalisation et des télécommunications basées dans l'espace au service de prévision météorologique. La distribution de l'électricité au niveau du sol pourrait également être affectée. Vous pouvez faire une croix sur YouTube, et même sympa, parce que si un tel événement se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre à mal Internet, coupant du monde d'innombrables personnes.
Les prédictions affirment que si un événement de type Carrington se produisait aujourd'hui, il en résulterait des dommages allant de 600 à 2600 milliards de dollars. Et on parle ici uniquement des États-Unis. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires aussi intenses que l'événement de Carrington n'arrivent qu'une fois tous les 500 ans environ. Une mauvaise nouvelle pour les satellites de communication, mais une excellente nouvelle pour les observateurs d'aurores boréales. Durant l'événement de Carrington, des aurores éblouissantes ont illuminé le ciel et le spectacle des lumières polaires s'est étendu bien au-delà des contrées habituelles. Ces aurores boréales ont été aperçues jusqu'au sud de Cuba ainsi qu'à Honolulu, tandis que des aurores australes ont été vues jusqu'à Santiago, au Chili. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, ce fut leur premier aperçu de pareilles aurores, les laissant bouche bée devant ces cieux inhabituellement clairs. Certains ont alors pensé que c'était la fin du monde, tandis que d'autres se sont réveillés inhabituellement tôt, en croyant que le soleil s'était levé après avoir entendu les oiseaux gazouiller et toute cette lumière. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'étrange à cela, étant donné que l'apparition d'aurores à de telles latitudes est l'un des effets attendus de l'inversion des pôles magnétiques du Soleil. Typiquement, ces phénomènes iridescents s'observent entre 60 et 75 degrés de latitude, mais lors de la dernière inversion des pôles magnétiques, en 2013, d'intenses aurores ont été observées en dessous des 50 degrés. Les témoins ont décrit ces aurores comme étant rouge sang, tirant sur le cramoisi, et brillant si fort que l'on pouvait lire un journal à leur seule lumière. Il est important d'étudier ce phénomène, plutôt que de le craindre. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est en réalité une parfaite occasion pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne notre astre. Et comme il manque encore de nombreuses pièces au puzzle qu'est la dynamo solaire, nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre pourquoi certains cycles sont plus intenses que d'autres, ou de prédire quand une éjection de masse coronale se produira exactement. Mais être capable de les prédire devient de plus en plus crucial à mesure que nous nous aventurons dans l'espace. Plus il y a de gens en orbite autour de la Terre, plus ils sont exposés à ces fortes tempêtes solaires. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche à prendre plus précisément quand une pareille tempête pourrait causer des dommages à nos vaisseaux et à nos stations spatiales. De plus, cela aiderait les météorologues à effectuer de meilleures prévisions, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Le but principal serait de rendre les voyages spatiaux plus sûrs à mesure que notre intérêt pour des missions habitées vers la Lune et Mars ne cesse de s'accroître. Une autre raison pour laquelle il serait important d'en apprendre davantage sur l'inversion des pôles du Soleil est de mieux comprendre comment fonctionne le mystérieux cœur de notre astre. Cela pourrait en effet nous aider à mieux saisir l'aspect d'autres étoiles de l'univers et peut-être nous rapprocher de la réponse à l'ultime question. Que faisons-nous ici ? Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4 milliards et demi d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi, l'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage, même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre.
Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune. La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être. Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe seulement n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne. Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale. Qui aurait cru que le Soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent au vent solaire de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du Soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires. Ces grandes boucles de plasma brillante s'élèvent de la surface du Soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elle se forme. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km. Et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt. La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non ? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proches de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté,
Les scientifiques surnomment souvent le plasma le quatrième état de la matière. Et pourquoi pas? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres, et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire, ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous? La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome, protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km/h. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin, il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde. Et si le Soleil faisait boum? Tu l'as deviné, ce serait une très mauvaise nouvelle. Cette vidéo était vraiment courte aujourd'hui, hein? Mais attends, j'ai autre chose. Si le Soleil explosait, ce serait le chaos dans le système solaire. Et les scientifiques nous disent que ça arrivera forcément un jour. Mais pourquoi? Et comment est-ce que ça se passera exactement? Nous sera-t-il possible de survivre? Eh bien, nous allons voir tout ça. Nous allons d'abord faire un voyage jusqu'au cœur du Soleil. Il est rempli d'atomes d'hydrogène qui se livrent à une incroyable danse du diable. Ces atomes sont tellement excités qu'ils s'entrechoquent sans cesse de toute leur force. Et lorsqu'ils entrent en collision, quelque chose de magique se produit, ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Grâce à cette immense fiesta, les atomes d'hydrogène se combinent pour former des atomes d'hélium, une expérience de chimie à grande échelle. Au cours de cette fusion nucléaire, une toute petite partie de la masse des atomes d'hydrogène est transformée en une énorme quantité d'énergie. C'est la célèbre équation d'Einstein, E = mc2. L'énergie se libère sous forme de lumière et de chaleur, rayonnant vers l'extérieur et illuminant tout le système solaire. Et une fois que ce processus est en marche, tout un tas de particules énergisées appelées photons se joignent à l'aventure. Ces photons sont comme de minuscules paquets de lumière, qui rebondissent et se déplacent dans toutes les directions. Ils jouent un rôle crucial en transportant l'énergie du Soleil dans l'espace, illuminant notre monde et réchauffant notre planète. Mais pour que tout cela continue, pour que les atomes ne s'échappent pas pour créer un chaos total, le cœur du Soleil doit être soumis à une pression énorme. Cette pression provient de l'immense poids des couches extérieures du Soleil qui pèsent sur le cœur. Les couches extérieures compressent le noyau interne. Mais les couches internes ne se laissent pas faire. L'énergie et les photons font tout ce qu'ils peuvent pour s'échapper du cœur du Soleil. Mais ce noyau est très dense, immensément dense. Et la pression est si forte que l'énergie prend une éternité pour s'échapper. Elle rebondit, est absorbée et réémise par d'autres particules. Finalement, au bout d'un long moment, elle atteint la surface du Soleil et s'envole dans l'espace pour nous parvenir sous forme de lumière. Tu sais maintenant comment fonctionne le Soleil. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il arrive en fin de vie? Eh bien voilà, notre Soleil a une réserve limitée d'hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il sera donc à court de carburant. Après ça, notre étoile subira de grands changements. Alors, fais bien attention, car il y a de fortes chances que nous manquions l'événement. Tout d'abord, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, se dilatant comme un ballon. Il deviendra si grand qu'il engloutira les planètes intérieures, y compris notre Terre bien-aimée. Un Soleil vraiment sans gêne, qui prend toute la place.
Nous n'assisterons donc pas à ces derniers jours, à moins que nous ne déménagions très loin. Après la phase géante rouge, le Soleil rétrécira un peu. Ses couches extérieures s'évanouiront dans l'espace, laissant derrière elles une magnifique nébuleuse planétaire. Il révélera son noyau incandescent. Oh, le noyau, maintenant rempli d'hélium, aura une voix bizarre. Non, commencera à fusionner des éléments plus lourds comme l'oxygène et le carbone. Ces réactions ne seront pas aussi vigoureuses, comme à la fin d'une fête, quand on est un peu fatigué. Finalement, l'hélium finira par s'épuiser lui aussi et le Soleil deviendra une naine blanche compacte, un retraité stellaire profitant de ses vieux jours. Les scientifiques estiment qu'il reste au Soleil environ 7 à 8 milliards d'années avant qu'il n'éteigne ses lumières. Mais ne t'inquiète pas, d'ici là, l'humanité sera peut-être déjà partie vers une galaxie lointaine ou aura même évolué en une nouvelle et surprenante espèce. Notre Soleil ne s'éteindra donc pas avec fracas comme un feu d'artifice. Il n'est pas assez gros pour devenir une supernova ou un trou noir. Ces superstars de l'espace ont besoin d'une masse bien plus importante que notre Soleil pour advenir. Mais que se passerait-il s'il explosait soudainement? Comme ça, brutalement et sans raison. Voyons ça. Imagine, le Soleil fait boum. Une situation des plus délicates sur Terre. L'événement libère une quantité folle d'énergie, envoyant une onde de choc qui traverse l'espace à la vitesse de la lumière. Il faut environ 8 minutes pour que cette onde nous atteigne. Pourquoi? Eh bien, le Soleil se trouve environ à 150 millions de kilomètres de nous. Il faut donc un peu plus de 8 minutes et 20 secondes à sa lumière pour parcourir toute cette distance et nous atteindre. Mais parlons de l'événement lui-même. Ce serait un spectacle grandiose, mais malheureusement, ce serait aussi la fin. Les quantités folles d'énergie libérées provoqueraient une expansion rapide du Soleil qui engloutirait les planètes intérieures, y compris notre Terre. Et ce n'est pas tout. Prépare-toi à une gigantesque rafale de radiation. Le Soleil déverserait un torrent de particules superchargées, des rayons X et des rayons gamma, le genre de particules qui peuvent sérieusement tout chambouler. En atteignant notre atmosphère, ces particules à haute énergie provoqueront un chaos incroyable. Elles ioniseront l'atmosphère, créant une énorme impulsion électromagnétique. Cette impulsion est comme une onde de choc pour les appareils électroniques. Elle les grille et les rend inutilisables. Si tes gadgets ne sont pas protégés, ils risquent de passer un mauvais quart d'heure. En parlant de mauvais quart d'heure, après ça, c'est l'évaporation instantanée qui nous attend. Mais le bouquet final du Soleil ne touchera pas que la Terre. Il fera des ravages dans tout le système solaire. Cette énorme explosion d'énergie écrasera tout ce qui se trouve sur son chemin. Les planètes seront éjectées de leur orbite confortable, ce qui provoquera un énorme désordre. La ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, adieu, elle disparaîtra. Oblitérée ou dispersée aux vents cosmiques. Et même les planètes qui survivront à l'événement sortiront de leur orbite pour aller errer dans l'espace. Et n'oublions pas les planètes extérieures, comme Jupiter et Saturne. Ces géantes génèrent leur propre chaleur, ce qui leur confère un certain confort et attire de nombreuses lunes. Mais le boom du Soleil leur volerait cette chaleur, les transformant en des endroits incroyablement froids. Maintenant que nous avons parlé de la catastrophe que cela représenterait pour le système solaire, posons la question suivante. L'humanité peut-elle s'en sortir? La réponse courte est non, ce n'est pas possible. Tout serait anéanti, sauf peut-être quelques bactéries discrètes cachées dans l'ombre. Mais dans le cas inimaginable où le Soleil nous aurait prévenus à l'avance, nous pourrions avoir une chance de nous en tirer. Si nous étions informés et que nous disposions d'assez de temps pour nous préparer, nous pourrions activer notre mécanisme de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la Terre ne survivrait pas à la colère du Soleil, il nous faudrait déménager autre part. Tu te souviens que nous avons dit que toutes les planètes ne seraient non pas complètement détruites. Hélas, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus et la Terre, disparaîtraient. L'option la plus simple serait donc de déménager dans un autre système solaire possédant une planète semblable à la Terre. Mais que se passerait-il si la Terre parvenait à survivre à la catastrophe? Ne demandons pas comment, mais réfléchissons simplement aux conséquences. Eh bien, notre climat deviendrait fou. Pendant les premiers instants de la grande explosion, le rayonnement et les particules feraient monter la température en flèche. Une canicule sans fin, un cauchemardesque effet de serre. Les océans s'évaporeraient, créant des nuages épais qui retiendraient la chaleur et ne la laisseraient plus s'échapper dans l'espace. Et après ça, sans la chaude étreinte du Soleil, la Terre deviendrait un véritable congélateur. Il faut donc sortir des sentiers battus. Une idée serait de s'abriter profondément sous terre, là où nous ne serons pas tellement affectés par les radiations et les changements soudains de température. Plus tu creuses, plus la température augmente. Ainsi,
avec les bons outils et les bonnes ressources, l'humanité pourrait se terrer dans des bunkers fortifiés et survivre pendant quelques années sans les rayons du soleil. Pourquoi seulement quelques années? Tu te souviens que nous avons dit que le soleil est le centre de gravité de notre système solaire. Sans lui, la Terre serait à la dérive, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Imagine notre planète, notre fidèle satellite, la Lune, et toutes les autres planètes flottant lentement dans l'espace. Heureusement, notre fidèle Soleil tient bon, nous gardant au chaud et nous éclairant pour encore pas mal de temps. Nous sommes donc en sécurité pour quelques milliards d'années. Mais il est toujours amusant d'imaginer des scénarios impossibles. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif,
Et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers.